peux-tu faire un tutoriel sur les fonctionnalités de la timeline Moho? J'ai reçu ce commentaire et je réponds maintenant. Yo créatif, ici Noès, let's go! On va d'abord commencer par le premier élément qui est celui-ci. Supposons que je vienne sur un projet comme celui-ci et que je suis à la frame 12. Lorsque j'appuie sur ce bouton, ça me permet de revenir à la frame 0. Parce que parfois je peux travailler, je peux me retrouver ici, ou bien je peux me retrouver loin ici. Le temps de revenir à la frame 0 c'est compliqué. En appuyant simplement ici, je reviens à la frame 0. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, arrivé à ce niveau, nous avons trois modes. Nous avons le mode Channels, le mode séquenceur et le mode Motion Graph. Dans le mode Channels, c'est le mode où on gère nos keyframes, on gère toute l'animation proprement dite. Dans le mode séquenceur, c'est là où on gère l'ordre chronologique des éléments. Supposons que j'ai mon Xpuppet qui est le dossier Bone qui contient toute mon animation. En mode séquence, supposons que je veux que ça commence à la frame 12 et non à la frame 0. Bon, il y a la possibilité de pouvoir tout porter et de glisser, mais parfois il y a certaines animations qui peuvent être incluses dans des dossiers, et parfois c'est difficile de pouvoir gérer ça sur le mode Channels. C'est la raison pour laquelle avec le mode Sequencer, je peux carrément déplacer ça vers la frame 12. Quand je viens en mode Channels, voilà, ça a carrément tout déplacé, toute mon animation. Donc avec le mode Sequencer, ça permet de pouvoir gérer la chronologie des différents éléments qui vont constituer notre animation. Et de même, lorsque j'importe une image ou une vidéo, à travers le mode Sequencer, je pourrais soit déplacer pour indiquer à quel moment je voudrais que la vidéo commence ou à quel moment je voudrais que ça se termine. Donc c'est ça l'importance du mode Sequencer. Par la suite, on a le Speed Graph. Le Speed Graph ici permet de gérer les vitesses. Bon, j'ai déjà fait une vidéo qui parle de ça, qui parle de la gestion des vitesses. Je laisse le lien quelque part en haut. Comme ça, tu pourras aller voir en profondeur. Donc, par exemple, si je prends ces bonnes-ci, je pourrais gérer la vitesse de l'angle. C'est ici qu'on gère ça. C'est ici qu'on gère les vitesses. Bon, cette vidéo-ci, je ne vais pas parler de ça parce que j'ai déjà fait une vidéo où je présente ça de façon un peu plus complète. Nous avons ici le Onion Skin, qui est un des éléments les plus intéressants, les plus puissants dans l'animation de façon générale. L'Onion Skin permet de voir les poses avant et les poses après, afin d'ajuster son animation. Donc là, par exemple, si j'active l'Onion Skin et que je viens appuyer quelque part là, qu'est-ce que je me rends compte? Je me rends compte que je suis à la frame 12, j'ai la pose de la frame 12 ici, et parce que j'ai appuyé ici, on voit une autre pose en vert, c'est la pose qui suit. Donc ça veut dire que si je dois faire une animation, je pourrais à travers l'Onion Skin savoir comment gérer les poses avant, les poses après, les intermédiaires, ainsi de suite. Donc pour les poses qui suivent, c'est de couleur verte. Mais si je veux les couleurs qui précèdent, c'est de couleur rouge. Donc le rouge, ce sont les poses précédentes et le vert, ce sont les poses suivantes. L'Onion Skin peut être utilisé que ce soit pour les bones ou alors même pour les éléments frame by frame. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a la possibilité de pouvoir gérer l'Onion Skin. Là, par exemple, si je veux uniquement le outline, je clique là, outline. Si je veux que ça met également le fond, je peux cliquer. Voilà. Si je veux que ça colorie uniquement, je peux colorier. Et ici aussi, je peux mettre les relative frames. Relative frames, ça sert à quoi? Supposons que je déplace mon curseur, je vois que le Onion Skin se déplace également en fonction de la position de mon curseur. Maintenant, si je désactive Relative Frames, là maintenant quand je vais déplacer mon curseur, mes Onion Skin ne vont plus se déplacer en fonction de mon curseur parce que j'ai désactivé l'option. Et maintenant, si je clique sur Selected Layer Only, lorsque j'active ça, ça va me faire l'Onion Skin uniquement des éléments sélectionnés. Là par exemple, j'ai sélectionné un autre dossier qui n'a rien à voir avec, mais je reçois toujours avoir l'Onion Skin. Par contre, si je réactive ça, compte tenu du fait que je n'ai pas sélectionné, l'Onion Skin a disparu. Et aussi, il y a le Draw Behind. L'Onion Skin se positionne plutôt derrière le dessin. Par exemple, quand je désactive, l'Onion Skin se positionne devant le dessin. Parfois, c'est un peu flou. Mais si je veux que ça se place derrière, je clique là et ça se positionne derrière. Et enfin, je peux changer la couleur de la frame avant, qui est ici le rouge, et la frame après, qui est le vert. Je peux mettre autant de frames que je veux. Ça dépend de moi, selon mon besoin et selon l'exigence du travail que je veux atteindre.
Donc ça c'est l'Onion Skin. Mets un petit like si tu sens que tu apprends déjà quelque chose jusqu'à présent. Je parle de cet outil-ci. Ça s'appelle le Relative Keyframing. Comment ça fonctionne? Pour ça je désactive. Voici mon animation qui n'est pas dans le cadre. Par exemple, voici l'animation que j'ai faite. Ce n'est pas dans le cadre parce que la disposition est au cadre. Bon, de façon concrète. Bon, tu pourras me dire, si je veux repositionner les éléments, il faut simplement que je sélectionne le calque en question et que je déplace. Le problème, c'est que si je déplace et que je viens à la prochaine keyframe, ça va retourner à la keyframe qui est avant, ainsi de suite. Donc, de façon générale, je dois faire le travail un à un et c'est fastidieux parce que peut-être j'avais déjà trouvé une animation, une façon claire de poser mes éléments. Là, je serais contraint de devoir tout déplacer, de devoir tout remplacer et c'est un problème. C'est là qu'intervient le Relative Keyframe parce que le Relative Keyframe, lorsque je viens ici et que j'active ça, là par exemple, déjà la timeline se change en rouge. Donc, lorsque je vais sélectionner le channel de la transformation, de la translation et que je vais venir déplacer ça ici pour que ce soit dans mon cadre, ce qui va se passer, c'est que de façon automatique, ça va mettre à jour tous les éléments qui sont à l'intérieur de ces keyframes-ci. Donc, en gros, on aura ceci, une animation comme ceci. Voilà. Donc, ça permet de gagner en temps et ça permet justement d'éviter de refaire le travail encore à chaque fois. Alors, pour continuer, nous avons le Auto Freeze Keys. Bon, je vais une fois parler des deux, du Freeze Visible Point. Bon, je commence d'abord par ça et puis je vais terminer par ceci. En quoi ça consiste? Bon, je reviens par exemple sur mon animation. Supposons que je veux que mon personnage ait une pose ici. De base, lorsque je manipule, je me rends compte que ça ne met des points que sur les bones qui ont été sélectionnés. Donc, quand je clique là, je me rends compte qu'il y a deux groupes. Il y a le premier groupe qui concerne les bones de toute l'animation de façon générale. On a un deuxième groupe qui concerne l'animation des bones sélectionnés. Donc lorsque je sélectionne un bone, par exemple celui-ci, je sélectionne un bone par exemple celui-ci, bien même celui-ci, je me rends compte que ici, il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de bones, il n'y a pas de keyframe parce que je n'ai pas mis d'animation ici. Par contre, si je clique là, il y a un petit point ici qui est la rotation, l'angle que j'ai eu à modifier. C'est pour ça que ça crée le keyframe ici. Maintenant, supposons que j'aimerais pouvoir figer l'ensemble de toutes les poses-ci. C'est là qu'intervient le Freeze Keys, le Freeze Visible Point and Bones. Ça, c'est quoi? C'est que ça freeze à la fois les bones et les points. Si je voudrais figer, par exemple, toute l'animation ou bien toute la pose-ci, mais des bones uniquement, je peux simplement venir ici dans le général. Parce que j'ai dit que le premier groupe, ça concerne les propriétés générales. Je double-clique simplement sur la propriété que je veux parce qu'ici, c'est la rotation, l'angle, ça, c'est la translation et ça, c'est le scale. Donc, si je double-clique là, ça a appliqué une valeur d'angle sur tous les bones qui constituent mon animation. Donc, si je sélectionne ceci, par exemple, qui est à la base, bon, ceci, par exemple, où je n'ai pas donné d'animation, on se rend compte que quoi? Il y a un keyframe de l'angle qui a été appliqué. Tout simplement parce que j'ai appliqué ici. Maintenant, le Freeze Keys, lui, il applique à la fois sur les bones et sur les points. Ça veut dire que s'il y a un point là que j'ai animé, ça va également mettre des keyframes dessus. Mais ça se fait parce que j'ai cliqué dessus. Supposons maintenant que moi, j'aimerais pouvoir animer, mais je n'ai pas toujours à chaque fois envie de venir cliquer. Je déplace un truc, je clique. Dans ce cas, il y a la possibilité de pouvoir faire les choses de façon automatique et c'est là qu'intervient le Auto Freeze Keys. Lorsque j'active le Auto Freeze Keys, si je fais une animation quelconque, par exemple là, déjà premièrement ça a ajouté les keyframes. Si ce contenu t'aide à progresser, alors abonne-toi. Par la suite ici, on a les modes d'interpolation. Bon, j'ai déjà fait une vidéo où je décortique, tu pourras simplement aller la voir. Donc, on a le mode linéaire, le mode smooth et ainsi de suite. Pour faire simple, c'est comment est-ce que les keyframes vont interagir entre elles. Est-ce que l'animation sera smooth? Ici, par exemple, c'est un mode linéaire. Et pour pouvoir bien voir comment ça fonctionne, il faut regarder l'icône ou bien la forme des keyframes. Quand c'est un moins comme ça, c'est pour dire que c'est un mode linéaire. Si je change, je mets ça en mode smooth. C'est un cercle simple. Si je change, je mets ça en mode ease out. Ça change également de forme. Bref, je t'invite à voir la vidéo où j'explique complètement comment ça fonctionne. Ici, ce n'est pas
l'objet de cette vidéo. Nous avons ici un autre chiffre là. Ici, c'est les intervalles. Permet de définir si on veut animer en once, ça c'est le 1, en twos ou en threes. De façon simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une keyframe qui va durer durant une frame si je choisis en 1, 2 frames si je choisis en 2, ou 3 frames si je choisis en 3, ainsi de suite, ainsi de suite. Par exemple, je vais mettre la main qui va comme ça, posons. J'ai la main qui va à la base, on a la pose ci, et enfin on a la pose ci. Si je sélectionne les deux et que je mets en once, l'animation va se faire de façon très fluide. Maintenant, si je sélectionne les deux et que je mets en twos, ça sera beaucoup plus saccadé. Parce que la pause ci va durer 2 frames avant que la prochaine pause arrive, 2 frames, ainsi de suite. Ça sera beaucoup plus saccadé. Donc, plus j'augmente la valeur, plus l'animation sera saccadée. Voilà, on a une animation beaucoup plus saccadée ici. Parce que j'ai mis ça en fourth. Si j'augmente encore en sixth, ça sera encore plus saccadé. Voilà. En fait, c'est ça. Ici, ça permet justement de pouvoir définir si on veut animer en ones, en twos, en threes. Il y a certaines parties qui peuvent être animées en ones pour mettre en avant l'accélération et d'autres choses. Bref, j'ai fait une vidéo où je parlais de comment animer et j'ai justement abordé ce sujet, ce pan. Je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai mis quelque part en haut là. Là, tu pourras mieux comprendre, tu pourras mieux découvrir ce que c'est et comment on l'utilise. On continue notre exploration. Après le numéro 4, on a ici le cas qui permet de pouvoir manipuler les keyframes avec beaucoup plus de précision. Donc, quand j'appuie sur ça, il y a cette interface-ci, cette fenêtre-ci qui s'affiche là. Si je clique et que je clique, ça apparaît là. Et justement, ça permet de gérer les clés, les keyframes. Donc là, par exemple, je peux gérer l'interpolation. Je peux gérer ici la durée d'une keyframe. Là, par exemple, en augmentant la valeur ici. En augmentant la valeur ici, ça me permet de pouvoir augmenter la durée, le prolongement de la keyframe en question. Donc, c'est aussi une façon de pouvoir gérer les keyframes. Je peux aussi, en plus de ça, gérer les intervalles ici. Donc, en gros, en plus de durer aussi longtemps, ça va peut-être prendre 3 frames en plus avant que la prochaine frame ne s'active. Ça, c'est ce que ça veut dire ici. Là, je peux gérer les intervalles. Je peux augmenter. Je peux mettre autant d'intervalles que je veux. Animer en twos, en tees, en 10 même. Je sais pas trop comment dire ça en dance. On a le mode stagger. Le mode stagger, lorsque je clique dessus, ça permet de pouvoir donner cet effet de vacillement, de vibration. Donc, comme on peut bien le voir ici, c'est vraiment cet effet d'hésitation, de variation, de vibration là que ça permet de donner. C'est ça le mode stagger ici. Et puis enfin, on a plein de labels. Ça peut donner la couleur à la keyframe. Si je veux mettre ça en orange, je clique ici orange et puis je me rends compte que c'est orange. Donc, c'est simplement pour donner la couleur. C'est pas différent de si je viens ici dans label et je clique là. Voilà. Donc, en cliquant aussi droit, en sélectionnant la keyframe, en cliquant droit, j'ai également toutes les fonctionnalités qui se présentent devant moi. Il y a le mode stagger, le mode hold, c'est le mode ci. Le mode stagger, c'est ça que j'ai activé. Intervalle ici, label, voilà ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Et toutes les interpolations, c'est ça ici. Ok, nice. Les deux flèches-ci permettent de décaler l'animation de façon générale en fonction des keyframes ou bien des frames que j'ai mis ici. Donc par exemple, supposons que je suis à la frame, bon, je vais un peu décaler à la frame 84. Je vais mettre ceci à 84. Supposons que je suis à 84 et que j'aimerais que toute l'animation-ci soit décalée de 2 frames. Donc, je peux soit sélectionner tout et décaler, mais des fois c'est souvent compliqué parce que on peut souvent facilement se retrouver avec une animation qui a tellement de keyframes et c'est souvent compliqué de le faire. C'est la raison pour laquelle il y a cet outil qui permet de décaler ça en fonction de la valeur que j'ai donnée. Donc si je mets 5, 6, 8, je peux décaler de 8 en 8 ou alors de 2 en 2. Donc là, ça me permet de structurer mon travail et d'organiser les choses facilement. Ici, nous avons les marqueurs, qu'on peut ajouter un marqueur en fonction de l'animation que tu as fait en face. Là, tu peux mettre marqueur, je peux mettre UJ si je veux. Et puis, je valide là. Là, ça me met le marqueur ici. Maintenant, ceci, en parallèle, ça permet de masquer les marqueurs. Ça permet d'afficher ou de masquer les marqueurs. Voilà, bien. Ici, on a Consolidate Layer Channels. Quand on regarde ici, on se rend compte qu'il y a plusieurs qui sont affichés là. C'est-à-dire, on a le channels des angles des os, des translations des os et des sketchs des os, des scales, pardon, des os. Si je veux masquer tout ça, je veux consolider tout ça et rassembler tout ça en un seul élément, peut-être par souci de visibilité, je peux cliquer ici sur Consolidate Layer Channels. Et quand je clique là, ça mélange tout ça dans un seul bloc. Donc, le bloc-ci, c'est le bloc qui contient toutes mes animations. Et là, par exemple, si j'ai plusieurs
Bones, je peux gérer les éléments de façon dissociée avec un seul élément. Donc, par souci de lisibilité, tu peux être appelé à cliquer dessus, mais c'est pas une obligation. Bon, par la suite également, on a ça. Ça, par exemple, ça permet de cacher la caméra. S'il y a peut-être une keyframe de caméra. Donc, si je mets un mouvement de caméra comme celui-ci, par exemple, et que je descends là, je vois qu'il y a la caméra ici qui s'est affichée. Donc, j'ai une keyframe de caméra qui est là. Bon, si moi, je veux maintenant masquer les caméras, je peux simplement venir ici. Quand j'appuie là, hop là, ça va masquer la caméra qui est en bas. Voilà. Maintenant, sur le côté ici, nous avons des chiffres et nous avons des loupes. Bon, pour les loupes, c'est très simple. La loupe zoom, c'est pour zoomer pour mieux voir chaque keyframe. Et la loupe moins, c'est juste pour dézoomer et voir le travail dans son intégralité, l'ensemble. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le numéro qui est ici, le 2. Bon, il ne faut pas confondre avec le numéro qui est ici. Le numéro qui est ici permet d'influencer directement les keyframes que j'ai sélectionnés. Donc, je sélectionne les keyframes ici. Par exemple, si je sélectionne les keyframes, je vois que c'est 1 ici. Cela m'indique que les keyframes ici sont animés en once. Mais là, maintenant, si je veux changer, je peux mettre ça animé en source. Ça va changer et là, je pourrais animer en dessous. Mais le problème qu'il y a souvent, c'est quoi? Le problème qu'il y a, c'est que parfois, je veux animer en source, mais les traits qui sont derrière, voilà, ça c'est même simple. Les traits qui sont derrière, qu'on voit là, voilà, on voit le 2 ici. Attends, je vais un peu bien zoomer. On voit le 2 ici. On voit que les traits sont positionnés d'une certaine façon. Ce qui fait en sorte que en dessous, c'est beaucoup plus facile. Mais si je vais animer en once ou en trace et que je me réfère à ces traits-ci, ça peut me perdre. C'est là qu'intervient le display mode. Donc, je peux en trace, par exemple. Là, ça change la disposition des traits. Donc, c'est un peu comme des repères qui me donnent des indications de comment seront animés les éléments. Si peut-être je vais animer en trace, ça va faire 0, 1, 2, 3. Ça fait, voilà, ça va faire un élément. 0, 1, 2, 3. Donc là, c'est en trace. Si je vais animer en fourth, même chose, ça va être en fourth. Si je vais animer en source, même chose, ça va être animé en source. Donc en fait, ça permet de nous donner des repères visuels, graphiques lorsqu'on travaille. Donc c'est souvent utile en fonction de ton besoin, en fonction du travail auquel tu as fait. Écris-moi en commentaire si tu es arrivé jusque là. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à me suivre sur toutes mes plateformes et à t'abonner car je vais sortir d'autres vidéos de ce genre. Alors, pour continuer ton apprentissage, regarde cette vidéo qui va t'aider à progresser. C'était Noès, on passe à la suite.